Salut à toute la Gratardie, Gratardes et Gratards. Donc, sur la chaîne du Gratard, on y parle de culture européenne au sens ethnique en général, de l'histoire, de l'apprentissage des langues en Europe. C'est une petite chaîne qui présente également certaines astuces de démerde pour bien vivre en Europe centrale. Donc, c'est pas une chaîne de droitardés, complotistes, judéo-maniaques et en échec social. Voilà. C'est une chaîne qui promeut la vie à l'européenne, on va dire ça, qui explique les problèmes en France de la manière la plus objective, non conspi et rationnelle possible. Voilà. Donc si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Et ceux qui me regardent habituellement et qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important pour le référencement et pour ne pas que vous loupiez les prochaines sorties. Des vidéos qui sortent d'une manière générale toutes les semaines, mais comme YouTube ne me met pas en avant parce que je suis un méchant ethno-différentialiste, c'est mieux d'être abonné pour ne pas me louper. Également, je vous invite à lâcher un commentaire à la fin de la vidéo pour le référencement et tout simplement pour m'encourager également. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire un peu à part dans l'histoire du terrorisme de la fin des années 80 et du début des années 90 en France, puisqu'elle préfigure un peu ce qui suivra et ce en quoi vont s'illustrer les terroristes islamiques qui suivront cette affaire-là. Donc, nous sommes sur un cas avéré, revendiqué publiquement, de racisme anti-blanc, et on n'est pas en 2015, on n'est pas en 2000, on n'est pas en 2005, on n'est pas en 2013, nous sommes en 1995. Voilà. J'ai pris comme source principale l'émission qui était sortie en 2005 avec Christophe Ondelat, que certains doivent connaître, qui s'appelait « Faites entrer l'accusé », que je mettrai en production justement en description de la vidéo, que je vous invite à regarder, qui dure pas très longtemps, qui dure une petite heure et quart, je crois, c'est assez rapide, et qui instruit vraiment bien sur les ramifications qui existaient déjà des maquis islamistes et qui étaient déjà bien implantés en France dès les années 90, voire même dès les années 80, sans problème. C'est parti. Nous sommes le 25 juillet 1995. Il est 17h et les gens rentrent du travail. On imagine la population parisienne qui s'amasse dans les métros, les RER. Et soudainement, une rame de métro qui s'arrête à la station Saint-Michel explose. Elle est soufflée d'une détonation et elle balaye absolument tout à 15 mètres à la ronde. Le métro est éventré, les gens s'affolent à l'extérieur, ils ressortent du métro complètement défigurés, les vêtements en lambeaux, en état de panique générale. Il y aura 8 morts et 117 blessés, dont certains très graves encore aujourd'hui. La bouteille de gaz qui aura servi à l'attentat n'a laissé que de petits débris, à peine identifiables. Donc pour les inspecteurs de police, ça sera assez compliqué de, dans un premier temps, remonter à la piste de l'intéressé. Et ça sera le premier attentat d'une série extrêmement dense sur une période assez courte qu'on peut restreindre sur un trimestre en réalité. Ça aura duré 3 mois. Voilà. Jusqu'en novembre donc de la même année 95. Donc, on est sur un attentat à la bouteille de gaz pleine de mitraille. La mitraille, en gros, c'est des débris métalliques ou alors des objets métalliques contondants, des vis, des boulons, des clous, des écrous et également les balles de plomb. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la pêche parmi vous, mais vous savez, il y a des choses qu'on appelle des plombettes, qui sont des plombs d'une 50aine de grammes, dont on sert pour tester le fond d'un lac, par exemple, avant de pêcher. Et ça, c'est en vente libre. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Vous allez dans un magasin de pêche et vous pouvez en acheter. Et donc, il y en avait également dans les explosifs fabriqués artisanalement. Et la police identifie cette méthode comme une méthode typique du GIA algérien. Alors, là, encore une fois, ça vous dit peut-être rien. Le GIA, c'est un problème que ça ne vous dise rien, puisqu'en fait, c'est ce qui donnera, c'est ce qui ensuite, quand ça disparaîtra officiellement, car en réalité, ça n'a jamais vraiment disparu, ça a simplement muté en Al-Qaïda, tout simplement, voilà. Mais le GIA qui sévit en Algérie à cette époque se sert très souvent de bouteilles de gaz trafiquées,
ça fait une explosion énorme, ça blesse beaucoup de personnes quand on met de la mitraille dedans, et c'est malheureusement très efficace comme bombe artisanale. Donc, c'est ce qui va être identifié comme justement, on identifiera les gens qui ont fait ça comme appartenant au groupe islamique armé. Ça veut dire ça, le GIA, groupe islamique armé en provenance d'Algérie. Un deuxième attentat aura lieu le 17 août, toujours de l'année 95, près de l'Arc de Triomphe, observant la même méthode. Et là, il faut s'imaginer. 25 juillet, 17 août, il y a moins d'un mois, on est sur 3 semaines, un vent de psychose règne sur Paris. Les gens ne prennent plus le métro, ne prennent plus le RER, évitent certaines rues. Il y a des alertes à la bombe dans tous les sens. Les flics sont débordés. On les appelle toutes les 10 minutes pour leur dire « Écoutez, j'ai vu un mec poser un truc bizarre dans une poubelle, etc. » Bref, il y a un vent de paranoïa complet qui règne sur Paris à cette époque. Et, important à noter également, c'est le début du plan Vigipirate. Tout le monde connaît ça. Là où il est vraiment lancé, c'est pendant l'année 1995 à cause de ça. Jacques Chirac, nouvellement élu, faut pas oublier ça, nouvellement élu. Voilà, on est en 1995, on sort de cette année de mitterrandisme. Et donc Chirac reçoit une lettre qui lui intime l'ordre de se convertir à l'islam radical, pas l'islam modéré, c'est l'islam radical, sans quoi la France serait prise pour cible de manière indéfinie. Donc, il y a littéralement un vent de peur qui règne sur non seulement Paris, mais sur la France en général. Et je pense, à titre personnel, que c'est également pour ça qu'à l'époque, 7 ans plus tard, en 2002, Le Pen fera des scores pas si mauvais en réalité. Je pense que ça a joué énormément. Ensuite arrive un troisième attentat qui loupe à Lyon, le long d'une ligne TGV, donc toujours selon les mêmes méthodes. Bouteille de gaz, mais qui n'a pas explosé. Et c'est parce que la bouteille n'a pas explosé que les enquêteurs arrivent à relever des empreintes digitales. Et qu'est-ce qu'ils trouvent les enquêteurs ? Mais elles mènent à quelqu'un, les empreintes digitales. Elles mènent à un jeune maghrébin, c'était déjà pas des Suédois ou des Hongrois, hein, qui est déjà connu des services de police. Manifestement, il n'y a vraiment rien de neuf. Et c'est à cette époque que le protagoniste Khaled Kelkal est officiellement identifié. On fait un peu son historique, donc on sait qu'il a grandi dans une ZUP à Lyon, même pas en région parisienne. Ce qui veut dire que déjà à cette époque, on a une diversification des banlieues pourries et que non seulement il y a des maquis présents et des banlieues à problème présentes à Paris, déjà on a le Val-Fouré qui pose problème depuis les années 70, on a déjà Aulnay, on a déjà Grigny, tous les bleds Juvisy-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, etc., qui sont déjà connus bien des services de police et connus pour des faits de proto-djihadisme, proto-djihadiste et pas diversifié comme maintenant forcément. Et lui, il a grandi à Vaux-en-Velin, donc dans la banlieue de Lyon, qui est une banlieue qui est déjà connue dès les années 80 pour des émeutes raciales. Vous voyez ? Ça date pas d'hier. Pourquoi Kelkal était déjà connu ? Alors, il a 24 ans au moment de son premier attentat, au moment de l'attentat donc justement du métro, de la bouche de métro Saint-Michel. Il a commencé en pratiquant quelque chose qui était extrêmement à la mode à la fin des années 80, début des années 90 au sein de la communauté maghrébine, qui était les braquages à la voiture bélier. Donc en fait, on chope une voiture au hasard dans la rue, de nuit de préférence. Grâce à un système, voilà, on l'a fait démarrer. On fonce dans une, par exemple, dans une devanture de bijouterie ou même d'une agence de banque ou peu importe. Et puis on essaye, voilà, de faire le plus de dégâts possible, de prendre le plus d'objets de valeur possible. Et donc il s'est illustré là-dedans au tout début, quoi. Il va faire de la prison, donc il va aller en prison pour ça. Et là,
il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les radicalisations en prison, c'est quelque chose d'extrêmement récent, que ça remonte au maximum, voilà, au début des années 2000, 2010, etc. Non, 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 vous êtes naïfs. Il rentre en prison en 89. En 89, qui c'est qui était né en 89? Moi, j'étais pas né, hein, j'étais même pas encore un projet, vous voyez, voilà. Donc, il va faire de la tôle entre 89 et 92, et là, il va faire la connaissance d'un musulman radical qui va lui apprendre l'arabe dans un premier temps, et lui donner un Coran et le convertir au wahhabisme, au salafisme en fait, c'est-à-dire à la forme d'islam radical. Donc en 89, entre 89 et 92, il se convertit, il devient musulman fanatique et il saura donc s'illustrer encore par la suite. Exemple, en septembre 95, plusieurs attentats qui donc n'aboutiront à rien, ce sera des tentatives d'attentats, seront déjoués par les services de police et par les renseignements, par les RG, par les renseignements généraux. Le seul qui va donner quelque chose, ça sera une voiture piégée à Lyon le 7 septembre 95 à côté d'une école juive. Donc là, on est, je vous dis encore, il n'y a pas Mohamed Merah, etc., avec à côté de l'école juive à Toulouse, etc., il n'y a pas encore ça. Mais il y a déjà eu, alors bon, le premier attentat contre des Maghrébins, contre des Juifs de la part de Maghrébins remonte à 86, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je ne sais plus comment s'appelle l'affaire, mais peu importe. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Et donc, on a vraiment quelque chose qui s'articule autour de haine de l'Occident. Les Juifs étant vus, voilà, bon moi j'ai pas de sympathie pour la communauté juive, hein, je dis tout de suite, hein, ce sont également des adversaires redoutables, voire pour certains des ennemis pour les plus haut placés, mais quand même il est à noter qu'une école juive a été prise pour cible le 7 septembre 95 de la part de ce maquis-là. Maquis islamiste, qui sera d'ailleurs découvert dans une forêt, on est en 95 encore, j'insiste, hein, voilà, dans une forêt près de Vaux-en-Velin, donc la banlieue lyonnaise, par la police, qui va s'en suivre par une fusillade entre Kelkal et un complice à lui, j'ai pas noté son nom parce qu'il est assez secondaire dans tout ça, et la police, voilà. Le complice est abattu, Kelkal se barre, voilà, tout simplement. Et la police va découvrir en contrebas, un peu plus loin, une voiture avec deux Maghrébins dedans qui, justement, étaient en train d'approvisionner le maquis en armes. Donc on trouve des explosifs, un manuel de comment fabriquer des bombes avec des bouteilles de gaz et des armes, tout simplement, quoi, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça paraît très actuel, mais il faut comprendre qu'on est en 95, donc à la place des téléphones portables, on a des cabines téléphoniques. Ah oui, ça, mine de rien, ça, on est à une époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet. Et en gros, à la place des Toyota Yaris et des Suzuki, je ne sais pas quoi, ben on a des Renault 9 et des Renault 12. Vous voyez, ça donne un peu l'ambiance, quoi, voilà. Et donc, là, il faut comprendre que Kelkal, maintenant, il en a plus pour longtemps. Les flics savent où il habite. Ils savent qui sont ses complices et ils savent, en gros, les endroits qu'il fréquente et quel maquis il est en train de suivre. La police, l'après-midi du 29 septembre, se met en chasse. Uniforme, armes lourdes, ils sortent la bagnole et ils ont une piste. Ils trouvent une voiture isolée en contrebas, toujours dans la banlieue de Vaux-en-Velin. J'ai pas noté le nom parce qu'encore une fois c'est assez. Alors c'est un lieu-dit qui s'appelle Maison Blanche, mais je saurais pas vous dire également où c'est exactement où ça se situe géographiquement. Et Kelkal est dedans. Donc forcément, les flics il le braque, Kelkal sort et, djihadiste oblige, kamikaze n'ayant aucunement peur de la mort, il commence justement à arroser les flics. Les flics seront justement plus malins, entre guillemets, plus doués, parce qu'ils vont lui tirer dans un premier temps dans les genoux. Donc Kelkal s'effondre et il tombe à terre. Mais c'est pas fini. On a affaire à un fanatique, à quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Comme vous le savez, les djihadistes kamikazes musulmans n'ont absolument pas peur de la mort. Il a un pistolet, une arme, à genoux, le ventre à terre. Vous précisez, le ventre à terre. Il a encore la force de lever son flingue, de pointer les flics et
et justement de les mettre en joue pendant 10 secondes. Mais c'est 10 secondes où il faut prendre une décision, parce que ça va être ou quelqu'un ou le policier. Et donc il y a un policier qui lui hurle à ce moment-là, finis-le, finis-le. Ce que le policier va faire, il va donc l'abattre. Voilà, on était en situation de survie forcément. Ça n'a pas échappé aux journalistes. Les journalistes, il faut comprendre une chose, c'est qu'ils avaient réussi à suivre de près la fusillade entre Kelkal et les forces de police. À ce moment-là, les derniers instants de Kelkal sont filmés et ils font une spéciale au 29 septembre 1995, donc le jour justement de la neutralisation de Kelkal. Et déjà à l'époque, vous savez, les journalistes qui crachent à la face, moi je le dis, les journalistes, crachez-leur à la gueule, d'accord? Balancez-leur, mais votre plus beau glavio si vous pouvez, parce que journaliste ennemi du peuple, au moins depuis 30 ans, parce que vous allez voir ce qui va suivre. Il y avait M6 et France 2 qui étaient sur l'affaire. Dès le départ, se sont mis à recruter des avocats d'SOS Racisme, du MRAP, etc., pour commencer à trouver des excuses à quelqu'un et à dire ouais, policier fasciste, etc. Dès 95, j'insiste vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, alors moi je suis jeune, j'ai 30 ans, mais je parle d'encore plus jeunes qui sont 18 ans, 20 ans, qui expérimentent la réalité ethnique de la France actuelle et qui s'imaginent peut-être à tort que c'est quelque chose de récent. Non, les gars, non. Donc les journalistes commencent à monter la police en épingle en les insultant, en exprimant qu'ils ont fait une bavure, etc. et tout. La seule journaliste qui prendra la défense des policiers, il faut le dire, c'était une femme, alors j'ai pas noté son nom, mais quand vous regarderez l'émission de Christophe Ondelat, tous les noms sont mentionnés, puis elle-même s'exprime, une journaliste de M6 qui expliquera que non, quand vous avez 7 secondes de décision, c'est ou vous ou la personne en face. Donc les flics ont eu raison de tirer et je me félicite qu'ils aient neutralisé ce petit djihadiste. On s'en félicitera. Et là maintenant j'aimerais mentionner quelque chose. Le soutien massif des banlieues ethniques aux djihadistes, encore une fois, ne date pas de Charlie Hebdo, ne date pas du Bataclan. On est en octobre 95, des émeutes raciales explosent à Vaux-en-Velin. Et vous savez qui portera le cercueil de Khaled Kelkal? Ce sont des petits délinquants qui, pour la plupart, étaient certains de ses amis ou d'autres, on va dire, de collègues plus ou moins éloignés. Mais ce seront des petites racailles maghrébines qui porteront son cercueil. Pour certains, c'est la première fois qu'on va entendre le Allahu Akbar. C'est la première fois que ça sera dit pendant justement le transport du cercueil. Le Allahu Akbar, ça date pas de 2015. Ça ne date pas de 2015. Et c'est pas le pire. L'homme qui nous intéresse arrive maintenant. Parce qu'au final, Kelkal, c'est un djihadiste entre guillemets à la petite semelle, même s'il a semé la terreur. C'était pas le cerveau. Le cerveau, il va être neutralisé dans le mois qui va suivre. La relève est très vite arrivée. 6 octobre 95, attentat à la station Maison Blanche du métro parisien. Il a été tué où, Kelkal? Un lieu-dit qui s'appelait Maison Blanche. Les enquêteurs et les inspecteurs font tout de suite le lien et ils savent que l'attentat fait au métro Maison Blanche est volontairement un hommage rendu à Kelkal. Attentat qui sera fêté dans les banlieues raciales déjà à l'époque. Ça sera évidemment pas rapporté dans les médias, parce que voilà, vous imaginez bien que voilà, les journalistes encartés à gauche ne vont pas mal parler de leurs petits protégés, hein, voilà, déjà à l'époque. Ensuite, autre attentat le 17 octobre 1995 dans un RER. J'ai envie de dire, Dieu merci, ces attentats ne feront aucun mort. Quelques blessés, pas si graves que ça. Au final, on apprendra que les bonbonnes de gaz utilisées étaient de taille un peu moins importante que les autres. Ce qui fait qu'au final, ça sera plus de peur que de mal. Les enquêteurs remontent à un mec qui s'appelle Nasreddin Slimani,
qui était un complice de Kelkal, mais encore une fois, c'est un mec à la petite semelle, c'est un petit mec qui au final n'est pas très important dans l'affaire qui nous intéresse, mais il remonte au cerveau. Boualem Ben Saïd, et c'est lui qui va nous intéresser maintenant. Et comment les enquêteurs l'ont repéré? Maintenant, quand les enquêteurs enquêtent sur des réseaux djihadistes ou islamistes ou musulmans radicaux, ils passent les téléphones portables sur écoute. Mais à l'époque, il n'y a pas de portable. Par contre, les criminels déjà, les criminels même, on va dire les bandes de crime organisé européens faisaient essayer d'utiliser les cabines téléphoniques. Parce qu'en fait, concrètement, c'est pas votre ligne de téléphone. Il y a juste à mettre 6 francs dans la machine, c'était des francs aussi, c'est pareil, c'était pas des euros. Je sais que pour les plus jeunes, c'est difficile à imaginer. Bon alors moi je vous rassure, hein, j'ai pas vraiment grandi avec les francs, j'étais encore en primaire. Voilà, moi j'ai vraiment, quand j'ai commencé à utiliser une monnaie, c'était les euros. Mais bon, j'ai connu les francs par mes parents notamment. Bon là on est en francs, et donc il y avait juste à mettre une pièce dans la machine. On passait un coup de téléphone au collègue, on lui disait « Ouais, toi, rendez-vous à telle heure, tu fais ci, tu fais ça, etc. » Et ça se faisait comme ça. Boualem Ben Saïd était suspecté déjà, et une cabine téléphonique dont on connaissait déjà sa fréquentation était mise sur écoute. Les flics ont tout enregistré, et c'est des documents d'ailleurs qui sont disponibles sur Internet. Pour les plus curieux, vous pourrez aller voir, hein, le compte-rendu des écoutes téléphoniques de Ben Saïd sont disponibles. Et en fait, tout est détaillé. Quand est-ce qu'il faut faire l'attentat, quel matériel il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut acheter, où il faut acheter, comment il faut acheter, etc. et tout. Et là, Ben Saïd, le 1er novembre 1995, est mis en pistage physique. Ça veut dire qu'il a 2 flics au cul, il ne le sait pas, parce que bon, les flics, quand ils veulent vous pister, vous les voyez pas, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ils savent y faire, quoi, voilà. Donc Ben Saïd est avec un complice, et il se met à traverser, après avoir passé son coup de téléphone, il se met à traverser toute la ville de Paris, et là, je vais vous demander votre attention. Que notent les flics? Ils voient Ben Saïd et son complice, dont on apprendra qu'il s'appelle Aït-Ali Belkacem, toujours pas des noms scandinaves, désolé, hein, voilà, font une longue halte devant Notre-Dame de Paris. Ils prennent un carnet, ils font un croquis grossier de Notre-Dame en mettant des petites croix sur le croquis. Vous voyez où je veux en venir? Vous vous rappelez qu'elle a pris feu en 2019 et que il n'y a toujours pas de version officielle, d'ailleurs, toujours pas de version, on va dire, propre, de comment elle a pris feu en 2019. Là, on est en 95. Ça fait très longtemps, très longtemps, que Notre-Dame de Paris est prise pour cible. Alors, il n'y aura pas d'attentat à cette époque à Notre-Dame, mais les enquêteurs notent que Ben Saïd et Belkacem font une halte devant Notre-Dame et prennent des notes, font des repérages, et ils continuent leur route. Ben Saïd, il est donc intercepté le même jour, donc le 1er novembre, à son retour chez lui. Il faut 3 flics pour le maîtriser, parce qu'en fait, c'est un grand mec, hein, il le présentait comme un mec qui fait presque 130 kg pour 1m90, donc effectivement, c'est une force de la nature, donc ils sont obligés de s'y mettre à plusieurs pour le stopper. Et il se fait interroger. Dans son interrogatoire, bon bah voilà, il va dire au départ, il va mitonner, il va se faire passer pour un émir au service de l'Algérie. Il comprend absolument pas ce qu'il fait là. Et puis voilà, il a rien à se reprocher. C'est un envoyé du gouvernement algérien, tout simplement. C'est pour ça qu'il passe des appels téléphoniques. C'est pour en fait infiltrer des réseaux. Il se ferait presque passer en fait pour le bon gars qui essaye d'aider la police. Bon, bah, les policiers sont absolument pas dupes et lui amènent des images qui montrent en gros le métro éventré, les victimes de l'attentat de la bouche de métro Saint-Michel de juillet 95. Et là, j'exige votre attention absolue. Voici ce qu'a dit Ben Saïd, Boualem Ben Saïd. Ok, c'est bon. Vous m'avez eu, j'ai perdu. Mais d'autres viendront, car ici nous sommes chez nous. Vos femmes porteront le hijab et nous monterons jusqu'en Europe du Nord.
Je répète encore, ok c'est bon, vous m'avez eu, j'ai perdu, mais d'autres viendront. Ici nous sommes chez nous. Vos femmes porteront le hijab et on montera jusqu'en Europe du Nord en novembre 95. Mais c'est que ça n'est plus du tout la même histoire, c'est plus du tout la même narration, parce que le djihadisme, malgré tout le terrorisme à la petite semelle, ça avait déjà lieu partiellement en France, mais on était toujours dans une narration du cadre franco-algérien avec comme protagonistes les Algériens qui prendraient leur revanche contre la France en tant qu'État politique. Mais qu'est-ce qui fait la Ben Saïd? Il révèle la réalité de la mentalité maghrébine, c'est-à-dire une volonté de domination raciale contre l'Europe en tant qu'entité raciale. Ça n'est plus du tout la même narration. Et ça n'a pas été rapporté plus que ça dans les médias à cette époque, alors que ça aurait dû faire la une. Parce que c'était dévoilé. Ils le revendiquaient. Nous posséderons vos femmes jusqu'en Europe du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens du Nord? Ils ont eu des colonies. Ils ont bombardé. Ils ont été imposés leur culture ou quoi que ce soit en Afrique. Pas du tout. Pourquoi l'Europe du Nord? Ils sont blonds. Ils sont très empathiques, très intelligents, leurs femmes sont extrêmement belles. Le Ben Saïd, il sait parfaitement ce qu'il disait. Il savait parfaitement ce qu'il disait. Et à ma connaissance, c'est la première fois que le racisme anti-européen est revendiqué par ces Olibrius. Et on est en novembre 95, j'insiste encore sur la date parce que beaucoup de gens s'imaginent que c'est une chose très récente dans le temps. Beaucoup de gens pensent que c'est Charlie Hebdo, c'est le Bataclan. C'est bien avant ça, ça date d'il y a plus de 30 ans. Parce que, ce que vous ne savez pas, c'est que Ben Saïd, il vit toujours. Il est toujours en prison. Il a fait une demande de libération à l'époque du Covid, en été 2020. Il a dû se dire, bon, 95, ça fait longtemps, les gens sont passés à autre chose, les juges ont dit, toi, on se rappelle de toi. On sait que tu as du réseau encore maintenant. N'allez pas croire que ces mecs-là n'ont plus de réseau. De quoi elles sont pleines les prisons en France? Un Ben Saïd, il a 60 ans maintenant. Il a beaucoup d'aura, beaucoup d'audience auprès des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Beaucoup. Et il a encore du réseau. Le GIA officiellement n'existe plus. Mais encore une fois, c'est Al-Qaïda qui a repris la relève. Al-Qaïda qui existe depuis 87, mais c'est une branche entre guillemets séparée à l'époque. Et là, j'ai envie de dire, on en a oublié un dans le tas. Belkacem, Aït Belkacem. Beaucoup de gens se disent, oh, c'est 95, ça date. Belkacem, il est encore en tôle. Et il a compté sur certaines personnes pour aider à le faire évader. En 2010, il y a un mec qui a essayé entre guillemets, qui a essayé de le faire évader. Vous savez comment il s'appelle, le mec qui a essayé de faire évacuer Belkacem, responsable aussi des attentats de 1995. Donc en 2010, celui qui a essayé de le faire évader, c'est Hamedi Koulibaly. Il est petit ce monde-là, hein, et il se transmet de génération en génération. Donc Koulibaly avait été déjà incarcéré en 2013 à l'époque pour avoir essayé de le faire évader en 2010. Et il sera libéré plus tard, et à peine libéré, il a perpétré donc l'attentat à l'hypercachère. Il a fait la connaissance de frères Kouachi qui ont assassiné la rédaction de Charlie Hebdo. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous demander quelque chose. Là, ce que je vous ai dit, je connais assez peu de chaînes, entre guillemets, de droite, même d'information ou quoi, qui en ont fait état de ce truc-là. Je veux que cette vidéo soit partagée en masse, c'est un ordre. Chez Daniel Conversano, chez la chaîne de Georges, chez Laurent Anderton, chez toutes les chaînes qui sont susceptibles de faire du contenu qui essaye d'éveiller la conscience ethnique des peuples européens. C'est très important ce que je dis, c'est très important ce que je dis. Très, très, très important. La première revendication du racisme anti-européen en tant qu'unité ethnique, en tant qu'entité ethnique,
date de novembre 95. Et on va se quitter là-dessus, les amis. Partagez en masse, s'il vous plaît.